Lance le son. Et bonjour, bienvenue, vous êtes en live sur des routes, moi c'est Alex, et au même moment où on parle, je jette un coup d'œil sur tous les retours de tous les chats. Ok. Ah merde. Vous êtes en live sur... Tac. Donc du coup, aujourd'hui, on est installé avec Maureen Bayard pour venir discuter de comment trouver et occuper sa place. Avant d'entrer dans cette discussion, j'ai envie de parler un petit peu plus de qu'est-ce que c'est que Des-Roots et qu'est-ce qu'on cherche à faire avec Des-Roots. Des-Roots, c'est une équipe de professionnels du bien-être et du développement personnel. Ça va être des coachs, ça va être des psys, ça va être des ostéopathes et d'autres professionnels où notre objectif, c'est clairement de démocratiser l'utilisation des services de développement personnel et bien-être et surtout de faciliter l'accès aux bons professionnels pour le bon besoin et au bon moment. Ça, c'est Des-Roots. Dans l'aspect vulgarisation des informations, régulièrement, on va faire des interventions sur Montpellier, mais aussi des lives comme celui-ci. Précédemment, on a parlé par exemple du lien entre l'écologie et le rapport de l'humain à lui-même. Et du coup, le parallèle qu'on a fait, l'humain a tendance à surconsommer lui, et donc du coup, on va avoir une répercussion dans la nature, et ainsi de suite. Tous les lives comme ça, ils ont pour vocation à nous ouvrir les yeux sur des petits concepts qui peuvent être importants. Aujourd'hui, on parle de trouver et occuper sa place. Cette place, c'est un peu cet endroit où on se sent bien. C'est l'endroit où c'est facile, où c'est fluide, où on n'a aucun effort à faire, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans notre vie amoureuse ou encore dans notre vie professionnelle. Aujourd'hui, avec Des-Roots, on fait appel à Maureen Bayard, qui est spécialisée dans la communication d'une part des personnes du bien-être et du développement personnel. Elle se présentera à ce sujet tout à l'heure. Et elle va aussi présenter du coup son autre service qui s'appelle Coep, qui a pour but du coup de faciliter là aussi la mise en relation entre le professionnel du bien-être et du développement personnel et la personne en recherche de mieux-être et de bien-être. J'ai envie de te passer la parole, Maureen. Comment ça va? Super, merci pour cette présentation, c'est tout à fait ça. En tout cas, je suis très contente d'être là ce soir avec toi et avec vous, parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ce vaste sujet de trouver, occuper sa place. Et comme tu l'as dit, au niveau autant personnel, ça me tient à cœur personnellement pour moi et on vous en parlera. Et au niveau professionnel, au niveau amoureux aussi, mais là, ça sera peut-être plus toi qui vas avoir des choses à dire. Peut-être. Et oui, c'est ça. Donc, mon métier, c'est d'accompagner les pros du bien-être et du développement personnel à mieux communiquer. Et l'idée, c'est pas simplement de leur permettre de mieux, eux, occuper leur place, mais l'idée, c'est de leur permettre de, eux, mieux occuper leur place pour pouvoir permettre aux personnes qu'ils accompagnent, donc vous, moi, en fait, tous ceux qui ont un besoin de mieux-être, de bien-être et de ce que j'appelle le plus-être, un besoin d'épanouissement, de pouvoir rentrer en contact avec eux. Et il y a souvent cette question centrale, en fait, quand on a la recherche de mieux-être ou d'épanouissement, on a aussi souvent cette question de place, en fait, qui revient, quel que soit le domaine de vie, comme tu le disais. Carrément. Trop chouette. Je te remercie de te présenter comme ça. À toi qui regardes ce live, je t'invite à laisser des commentaires et à nous faire savoir par exemple si le son est bon, si tu nous entends bien. De la même façon, autant que ce sera possible, on va tous les deux garder un œil sur les différents chats. Si tu as la moindre question, que ce soit en lien avec l'aspect technique ou si c'est en lien avec juste tu te poses des questions, c'est le moment. On est là pour diffuser de la connaissance et du partage d'expérience, surtout du partage d'expérience. Je pense que c'est vraiment le principe du live. Ouais. Je pense se poser la question peut-être de savoir si vous connaissez votre place, si c'est une question que vous êtes déjà posée, peut-être sous cette forme ou peut-être sous d'autres formes en fait. Ok. Je pense que la proposition que fait Maureen est super intéressante. Et du coup, pour faciliter la discussion de ce côté-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter peut-être un petit peu plus dans notre expérience personnelle. Et surtout toi, parce que du coup, la communauté des Roses commence à me connaître un petit peu peut-être. et voilà. Donc du coup, je vois qu'il y a Florine qui nous dit bonjour. Donc salut Florine. Yeah. Bienvenue à toi sur ce live. C'est chouette d'être là. Grave. Je trouve que la qualité de l'image est juste magnifique. Ouais, je tiens à préciser que Alex vient de passer à peu près 30-40 minutes à installer tout le matos. Donc, il a me chier dessus. C'est cool. Merci à lui. On était pile poil dans les temps. Je crois qu'on a eu 3 minutes de retard, mais c'est vraiment chouette. Carrément. D'avoir cette qualité-là. Donc du coup, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est de montrer un petit peu le parcours de chacune des personnes qui passent sur la chaîne.
Et du coup, de où est-ce qu'ils sont passés? Où est-ce qu'ils en sont? D'où est-ce qu'ils venaient? Est-ce que c'était facile? Est-ce que ça l'était pas? Quelle est ton histoire, Maureen Beillard? Oh, je pense qu'il va falloir reposer ces questions une par une. Mais quelle est mon histoire? Qu'est-ce qui t'a amené à cette place que tu occupes aujourd'hui? Wow, c'est hyper vaste. C'est hyper vaste comme question. Bon, on a 1h30, mais je pense qu'on n'a pas 1h30 pour parler de moi. Je pense qu'en tout cas, ce que j'ai envie de partager en lien avec mon parcours, mais qui est aussi vraiment en lien avec cette histoire de trouver sa place, c'est que je pense que mon parcours, il est assez représentatif de quelqu'un qui ne sait pas à l'avance, en fait, de façon toute tracée, où elle allait, et où j'allais, du coup. Et je pense que mon parcours a été merveilleusement bien orchestré sans moi. Et que, à plusieurs reprises dans ma vie, je me suis dit qu'il y avait différents éléments qui étaient complètement antagonistes. En fait, moi, je suis passionnée de bien-être, de développement personnel. Je suis passionnée par la psychologie humaine. J'ai toujours aimé, en fait, m'intéresser à comprendre les comportements humains, et avant tout les miens. Et j'ai été élevée dans une famille de thérapeutes, professeurs de Kundalini Yoga. Et en fait, on a été élevés, ma sœur jumelle et moi, dans une école de Kundalini Yoga, du coup, avec à peu près 150 tatis et tontons, que j'ai compris plus tard que non, c'était pas des vrais tatis et tontons biologiques. Et donc, j'ai évolué, en tout cas, dans on va dire, un paradigme un petit peu en décalage avec la société conventionnelle, on va dire le vrai monde. et tout m'a amené à croire que, enfin, pendant des années, que ce monde-là, c'était un monde ultra privé, un peu secret, enfin, c'est pas secret, mais en tout cas, il n'avait pas sa place dans le vrai monde. Et à côté de ça, eh bien, j'ai fait toute ma scolarité et mes premières expériences professionnelles, et j'ai acquis des compétences dans le secteur du marketing et de la communication. Donc, a priori, ces deux choses, mais tellement antagonistes que pas une seule seconde, j'imaginais pouvoir les réunir. Et donc, j'étais un peu une espèce de truc de pas vraiment à ma place, un peu une espèce de double place comme ça. Et finalement, ma place, elle s'est révélée parfaitement juste dans la rencontre de ces deux mondes, dans la rencontre de ces deux milieux très particuliers et a priori très antagonistes, le développement personnel et la communication et le marketing. Et aujourd'hui, plus que jamais, ça prend tout son sens, en fait, et je sens que c'est tellement plus intelligent que moi, enfin, ce parcours, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait ma valeur ajoutée. Et en fait, je suis convaincue que c'est le cas pour nous tous, en fait. Je suis convaincue qu'on a tous un rôle à jouer. Et ça prend vraiment particulièrement tout son sens pour moi d'accompagner les pros du bien-être à trouver, eux, leur place pour pouvoir permettre, à leur tour, aux particuliers, à vous, à moi, encore une fois, de pouvoir trouver la leur. Est-ce que ça répond à cette vaste question? Carrément, carrément. Il y a un premier truc qui me touche dans ce que tu es en train de dire, et qui fait écho à mon histoire aussi, c'est quand tu dis à un moment donné que ça a été savamment orchestré. Tu dis pas par toi, peut-être par quelque chose de plus grand que toi. Et j'ai envie d'ajouter une vision dessus. Ça serait genre, quand je regarde mon histoire, j'ai commencé à travailler dans les réseaux de télécommunications. En fait, j'ai commencé à étudier là-dedans. Et en fait, je me faisais pas kiffer. Genre, je me faisais vraiment pas kiffer du tout. Et télécommunications, c'est quoi du coup? En gros, la formation que j'avais faite, c'était travailler sur la programmation d'une part pour gérer les réseaux, tout ce qui est faire discuter les PC entre eux, faire discuter les systèmes de réseau entre eux, etc. J'avais une formation, un bac en électronique, donc du coup ça a commencé comme ça. Et en fait, c'était chouette parce que l'informatique, ça me faisait kiffer. Et c'était la programmation qui me faisait kiffer. Et par contre, le réseau me faisait pas du tout kiffer de ouf. Genre, j'avais vraiment de très bonnes notes en informatique, mais pas de bonnes notes du tout sur le réseau. Mon frère, en fait, j'ai dû arrêter mes études parce que j'avais pas les fonds pour financer ces études-là. Mes parents n'avaient pas les fonds non plus, donc du coup, je suis rentré. Il fallait que je trouve un travail, et comme de par hasard, mon frère quittait son travail. Il avait une promotion, il y avait un poste qui s'est libéré. Il a parlé de moi, j'ai pu rentrer dans cette entreprise. Et au final, j'ai eu un accident de moto au milieu de tout ça qui a fait que je suis parti vers une profession que je n'avais pas du tout imaginée, qui est la profession d'infirmière,
alors que mon père est infirmier. Mais jamais j'aurais imaginé infirmier. Énorme. Ouais, grave. Et c'était chouette parce que l'expérience professionnelle que j'avais eue avant dans les piscines m'avait fait me rendre compte que ça m'embêtait d'avoir des gens au téléphone, de ne pas pouvoir leur apporter toute la réponse et de devoir les laisser partir parce qu'ils n'étaient pas assez rentables. Et alors que moi, ils avaient un problème, j'avais une réponse, ça me faisait chier. Du coup, ça a cultivé un truc à l'intérieur de moi qui a trouvé un écho dans la profession infirmière où je me suis dit, bah là, en fait, bah, ton job, c'est d'être présent avec ces gens-là et de leur offrir des ressources. Donc c'est trop chouette en fait. Et du coup, je suis devenu infirmier. Et ce qui était important pour moi dans le métier d'infirmier, c'est d'offrir une présence qui allait au-delà du soin qu'on offrait. C'est-à-dire que tu viens pour faire une piqûre, parce que c'est important dans le cadre du traitement thérapeutique, mais par contre, la présence que j'allais offrir était au moins aussi thérapeutique. Et j'avais pas compris à ce moment-là ce qui se jouait à l'intérieur de moi. Et ce qui est encore plus chouette, c'est que quand j'ai fait un épisode qui était un type burn-out, bah en fait, j'ai eu comme un ras-le-bol, parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que je prenais soin des autres, mais j'avais pas appris à prendre soin de moi. Donc du coup, en fait, il y a tout qui s'est recalibré. Et ensuite, bah, j'ai eu envie de m'intéresser au développement personnel. Et quand je suis rentré dedans, je me suis rendu compte que même mon travail de fin d'études était orienté au développement personnel. Puisqu'en l'occurrence, mon travail de fin d'études, c'était de celui que je suis à l'infirmier que je deviens. Donc, il y a plein de choses qui s'étaient mis en place avant, des compétences qui s'étaient affûtées. Quand je regarde en arrière, tout ce qui était informatique, programmation, c'était tu récupères des informations, tu les combines les unes avec les autres, de manière à obtenir un résultat. Bah, littéralement, c'est ce que je fais aujourd'hui en tant que chef d'entreprise et en tant que coach aussi, puisque du coup, je vais récupérer les informations dans ce que les gens vont dire et je vais les connecter les unes avec les autres pour faire un reflet. Et puis à côté, j'ai développé des compétences avec l'infirmier, parce qu'on rentre en relation avec les gens sur un plan psychologique, etc. Et là aussi, j'ai affûté des compétences sans me rendre compte. Et c'est aujourd'hui, là, 3 ans après m'être lancé dans le monde du coaching, du développement personnel, que je me regarde en arrière, je me dis, putain, c'était vachement bien pensé quand même. Ouais. Donc je te rejoins complètement sur ce truc savamment orchestré et qui nous amène à un endroit. Ouais, et qui, a priori, tu te dis, limite, c'est des erreurs de parcours où on a tendance à se dire, par exemple, même pour les étudiants, les changements d'orientation au niveau du parcours, en fait, de se dire, ah, je vais faire une réorientation, on parle de réorientation. Mais en fait, pareil, au niveau professionnel, on fait une reconversion professionnelle. Et en fait, on a tendance à se dire que c'est un peu décousu, on a des éléments de vie comme ça, ou des formations, des expériences professionnelles qui a priori sont pas cohérentes ou n'ont pas forcément de lien entre elles. Et en fait, parfois avec le recul, on vient se rendre compte que certaines de ces compétences, de ces connaissances, de ces expériences, de ces apprentissages de la vie, tu parlais même de ton burn-out, tu parlais, je sais pas si tu as parlé de ton accident de moto, mais en tout cas tu as parlé de, l'accident de moto qui t'a fait te reconvertir en infirmier, donc des éléments comme ça de vie qui sont ni des formations, ni des expériences professionnelles, mais des événements en fait importants dans notre vie. Finalement, ils font partie à part entière de cet endroit, cette place qui va être la nôtre derrière et qui se dessine. Et c'est tellement. Enfin, moi je dis que c'est plus grand que nous dans le sens où je sais pas ce que c'est, mais c'est tellement parfait qu'on se dit, mais si j'avais voulu faire ça, si j'avais voulu orchestrer le truc, jamais t'aurais orchestré un burn-out ou un accident de moto, ou jamais t'aurais dit je vais faire de l'informatique, de la programmation, et puis après je vais devenir infirmier, et je pense que comme ça va me donner les compétences pour pouvoir monter ma boîte derrière et être un bon chef d'entreprise, mettre en relation les bonnes personnes. Non, non, jamais t'aurais fait ça. Il y a un truc qui me vient par rapport à ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a toujours un mec qui me regarde comme ça et qui est vachement critique. Peut-être que ça te parle à toi qui regardes cette vidéo-là. Peut-être que tu te dis, ouais, moi aussi, il y a des fois où quand j'entends les gens parler comme ça fait pas sens pour moi. Moi, ce que je me dis quand je vois ces gens-là, c'est juste qu'en fait, ils ont été résilients. Il y a eu des problèmes et ils sont adaptés avec les problèmes pour faire quelque chose. Ouais, c'est un point de vue intéressant, ouais. Carrément. Et en fait, ce que j'ai envie de dire à cet endroit, c'est qu'en fait, peu importe comment on regarde la situation, ce qui est important, c'est peut-être qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Je vais essayer d'être plus clair. Genre, par exemple, la personne qui se dit non, mais en fait, c'est parce que ces gens-là, ils étaient juste résilients, ils étaient capables de faire preuve d'adaptation, etc. Ouais, peut-être. Et à la fois, peut-être qu'on peut se dire qu'il y a quelque chose de plus grand en effet, et que ce qui m'arrive ne m'arrive pas pour rien, et que peut-être que je peux chercher le sens. Peut-être pas le sens, parce qu'au bout d'un moment, on risque de se perdre là-dedans, mais peut-être juste se dire, ok, donc là, il est en train de se passer des choses pour moi. Comment est-ce que je peux faire pour me sentir bien avec ça ? En me disant que probablement que derrière, il y a quelque chose qui va me permettre de trouver cet endroit où je me sens bien. Ouais, un sens. Ouais. En tout cas, je pense que cette adaptation et cette résilience, oui, elle existe, bien sûr, évidemment.
Et je pense que ça peut être même une étape en fait intéressante. Et je pense que enfin, moi je mettrais une différence en fait entre prendre sa place et en fait, enfin, pour moi prendre sa place, moi je parle de zone de génie. Et en fait, cette zone de génie, pour moi, c'est l'endroit où tu sens ta place, mais avec le plus de sens en fait, avec le plus de texture. Et je pense que la résilience, c'est pas tout à fait le même sentiment que ça fait à l'intérieur en fait. Ça veut pas dire que c'est pas à sa place, mais c'est comme si c'était l'étape un tout petit peu avant. Et la résilience, c'est ce qui va permettre peut-être de traverser l'événement, en fait, de vivre les virages, les changements. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se crée, qui se sent, qui prend un sens qui là, par contre, c'est plus de la résilience, en fait, c'est une évidence, c'est-à-dire que c'est déjà un sentiment. Enfin, d'ailleurs, ce serait quoi, en fait? Ce serait quoi le sentiment de quand on a trouvé sa place? Comment on se sent? Comment on a cette info, en fait? Comment c'est... J'ai envie même d'ajouter un truc. En fait, moi, j'ai rencontré, enfin, j'ai consulté un thérapeute en thérapie comportementale et cognitive sur Bordeaux il y a quelques années. Et il me disait, les gens souvent se posent la question de qui suis-je? Et c'est un peu, ça peut être associé à cette même question de où est ma place en fait? Qui suis-je? Où est ma place? Quelle est ma place? Et ils disent en fait, ils font des années de thérapie ou de développement personnel et à un moment donné, c'est quoi? C'est ça y est, je me suis trouvée. Et un espèce de truc qui pourrait comme se rigidifier ou enfin qui perdrait un peu de sens. Donc, comment on sait quand on est à sa place? Comment on sait quand on dit ça y est, j'ai trouvé qui je suis? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Et quelle serait la différence peut-être avec la résilience? Ouais, il y a plein de choses qui me viennent par rapport à ce que tu dis. J'ai envie de reprendre du coup la façon dont on a annoncé l'événement sur des routes, où ça parlait beaucoup de fluidité. Je pense qu'on a tous fait l'expérience dans notre vie à un moment donné, où que ce soit dans une relation amoureuse par exemple, c'est peut-être l'endroit où c'est le plus évident, où on va rencontrer quelqu'un et ça va être smooth, ça va être super bien, on va vivre des choses qui seront formidables et peut-être que ça va durer très longtemps, peut-être que ça va durer un peu moins longtemps et puis à un moment donné on va se sentir moins bien. Peut-être qu'on va prendre de la distance, peut-être qu'il y a du grabuge qui va s'installer. Peut-être qu'au début on était à la place, et peut-être qu'on avait vécu des choses qu'il y avait à vivre, et puis à un moment donné c'est plus assez confortable pour rester. Du coup, peut-être qu'il y a une information à récupérer ici, ou peut-être qu'il faut juste se dire, ok, là je vais regarder du côté de Haruna Lipschitz, qui est une des personnes qui avait offert du contenu sur des routes dans le live de décembre dernier. Si tu l'as pas vu, je t'invite à jeter un petit coup d'œil. Si je me débrouille bien, tu vas avoir une petite fiche qui va apparaître ici, bon, pas dans le live, mais par la suite. Et où elle disait en fait qu'à chaque fois qu'on va rencontrer une personne, c'est parce qu'on cherche à développer quelque chose à l'intérieur de nous. Et donc du coup, c'est très aligné, c'est très ajusté de rentrer en contact avec elle. Mais que par contre, il y a un moment donné où si on n'est pas prêt à recevoir le message, du coup, il y a du grabuge. Du coup, on peut se positionner. Est-ce que j'ai envie d'apprendre ce truc-là? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est confortable pour moi? Ou est-ce que je dois juste arrêter? Et ouais. Donc du coup, à la question que tu posais, comment est-ce qu'on fait pour savoir? Je pense que ça doit être fluide. Et si à un moment donné, il y a un truc qui accroche, c'est soit parce qu'on n'est pas prêt, enfin dans les représentations qui sont les miennes, dans le regard de Haruna Lipschitz, si je l'ai bien compris, hein. Soit c'est juste que on a la possibilité d'aller voir, à apprendre ailleurs et différemment. Ou alors ça pourrait aussi être trouver en fait la place, peut-être que sa place elle bouge en fait, peut-être que tout ça c'est en mouvement constant, et peut-être que ça peut expliquer le côté de je me suis trouvée, bah non, on se trouve aujourd'hui, mais on se trouve demain, on se trouve après-demain, on se découvre, on continue à apprendre sur soi. Et peut-être que, voilà, en fait, dans une relation, on peut avoir une relation qui, à un moment donné, on se sent à sa place. Donc, tu disais, c'est fluide, il y a quelque chose qui est joyeux aussi, qui coule tout seul, qui est agréable. Et puis, à un moment donné où ça commence à accrocher, et là, peut-être qu'on est de moins en moins à sa place. Ou alors, ça fait écho aussi à peut-être des problématiques à aller travailler, mais peut-être même c'est un autre sujet. Ouais, carrément. C'est vrai que, d'ailleurs, je te remercie de dire ça. Avec des routes, on fait des ateliers tout au long du mois avec des vocations différentes. Il y en a un qui est à destination des personnes qui se posent des questions dans leur relation amoureuse, ou dans les histoires de cœur ou autres, et qui aimeraient avoir la possibilité de se repositionner, de se dire là je suis en train de vivre quelque chose, mais j'ai besoin de mettre de la clarté dedans. Et souvent, quand on va aller chercher la discussion avec ses copains, ses potes, ses amis, ce sera difficile d'avoir un avis assez extériorisé et assez à distance et de nourrir la discussion qu'on aurait envie d'avoir. Du coup, avec des routes, on crée des espaces pour que ça puisse exister, ça. Et justement, dans le dernier événement qu'on a fait,
Je me suis mélangé les pinceaux. Quel dommage. On était en train de dire quoi là du coup? On était en train de parler de la place qui bouge, qui évolue, le fait de se sentir. Enfin, j'ai évoqué la relation de couple en disant que il y a des moments où c'est fluide et il y a des moments où quand c'est moins fluide, soit c'est qu'en fait nous notre place elle évolue et du coup c'est juste un indicateur que ok c'est plus pour moi là cette relation et j'ai besoin d'aller m'épanouir ailleurs et vice versa hein, je pense que c'est valable pour les deux partenaires. Exactement. Ou 3 ou 7 ça dépend. Je pense que c'est là où je voulais en venir, c'est que dans les discussions qu'on avait justement pendant cet atelier, il y avait une personne qui exprimait qu'elle avait pour habitude de vivre les choses d'une certaine façon, et qu'aujourd'hui elle se disait mais ça me dérange. Ça parlait beaucoup de fusion, c'est-à-dire qu'à un moment donné elle avait remarqué que sa façon de vivre une relation de couple, c'était de s'emboîter littéralement avec la personne. Et l'une des propositions d'une autre personne qui était dans l'intervention, c'était de dire bah en fait moi je suis une unité qui va rester à côté d'une unité, et qu'on va se combiner mais qui allait rester à distance. Et du coup, elle voyait que pour elle, c'était peut-être plus sain de rester un petit peu à distance, parce qu'elle voyait que quand elle se mêlait complètement à la personne, elle s'abîmait en fait. Et elle disait du coup que c'était très confortable pour elle de vivre cette fusion-là, parce que du coup, c'était de la passion, c'était fort, et je pense qu'on a tous vécu un truc comme ça, que ce soit dans une relation sexuelle complètement dingue, ou que ce soit dans une relation complètement dingue, amoureuse, où tu prends quelqu'un dans tes bras et t'es en mode « Waouh, c'est juste ça que je veux vivre ». Et ouais, son repositionnement, c'était de dire c'est comme ça que j'avais appris à vivre l'amour et j'ai envie de revivre autrement. Et la façon dont elle avait appris à apprendre, c'était quelque chose qui était comme inconfortable et qu'aujourd'hui, elle cherchait un moyen d'apprendre plus en douceur. Du coup, par rapport à ces questions d'être en mouvement tout le temps, je pense qu'on est en mouvement tant dans la place qui est la nôtre que dans la façon dont on va apprendre à trouver cette place-là, dans les messages qu'on va recevoir. Je vais partir dans mes représentations à moi là et dans mes expériences personnelles pour que ça soit plus clair. Je suis un mec qui a appris dans les accidents. Littéralement. Mais tous les grands changements de ma vie ont été induits par des accidents majeurs qui m'ont fait bouger. Ça a commencé avec des accidents de moto, ça a continué avec des accidents relationnels, puis ça a continué avec des... Je crois que c'est le cas de tellement de personnes qui commencent à s'interroger sur eux. Ouais. Exactement. Et ce qui est complètement dingue, c'est que c'était le seul moyen pour moi, j'étais tellement têtu. Non mais moi je sais. Et là, t'as pas compris là. C'est trop ça. Moi je sais, alors j'y vais. Parce que j'ai compris, ok. Et puis je casse. Ok, j'y vais quand même, parce que je suis trop fort et maintenant j'ai compris et je casse. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que le truc de quand t'es pas à ta place, là justement, les... non, mais ça vient secouer, genre. Exactement. J'ai une métaphore, j'ai trop envie d'en parler, mais j'adore utiliser cette métaphore, c'est un peu comme si, parfois, c'est un peu comme si on avait un GPS de la vie, tu sais, qui nous dit allez tout droit, tournez à droite, allez tout droit, à droite, à gauche, un peu comme dans un labyrinthe, tu vois, où on serait un peu semi-aveugle, en fait, ce serait le peu de lumière qu'on a, c'est notre conscience, et puis après, genre, tout le noir, ce serait un peu l'inconscient et tout ce qui dirige, en fait, nos actes et nos comportements, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. Et en fait, il y aurait cette espèce de GPS à écouter. Et parfois, on se dit, genre, moi, je veux aller là. Et on baigne toujours la tête dans le même mur. C'est avec le GPS qui dit tourne à droite. Et on est à taper la tête dans le même mur, à dire non, c'est là que je veux aller, c'est là que je veux aller. Alors qu'en fait, il suffit de se décaler un tout petit peu. Et c'est fluide. Et parfois, c'est encore mieux le chemin pour aller à cette destination, ou même la destination, encore mieux que tout ce qu'on aurait pu planifier, quoi. Carrément. T'es en train de dire un truc qui est super intéressant là-dedans. Justement, il y a le GPS à l'intérieur qui aurait comme envie de nous dire c'est par là, et c'est un GPS qu'on aurait comme configuré quelque part en se disant moi en fait j'ai envie de vivre ça, et le GPS il serait là pour nous dire ça serait bien que tu ailles là-bas pour y aller, tourne à droite. Mais en fait non, mais moi j'ai compris, je vais là en fait. Donc en fait on suit pas forcément la direction, et du coup la remise dans le chemin ou du coup le langage que j'avais choisi avant c'était tellement bourru, tellement têtu que c'était les accidents qui me faisaient changer, hein. Et il fallait vraiment que ce soit des grosses baffes, hein, parce que sinon j'ai pas compris. J'ai pas compris encore. C'est trop ça. Et au final ma façon d'apprendre aujourd'hui elle est vachement plus douce. Et je pense que le mot doux est super important. Ça me touche du coup de le regarder comme ça, parce que je pense que je suis un mec qui peut faire preuve d'énormément de douceur, mais je suis un mec qui doit être un mec, qui a appris à être un bonhomme. Moi, je suis pas un mec doux. moi, je fais de la muscu, t'as vu. Moi, j'ai des gros biceps. Enfin, j'avais peut-être des gros
biceps. En tout cas, je voulais avoir des gros biceps. Et je m'entraînais qu'avec des mecs ultra big. Bon, bref, j'étais grave dans cette démarche-là. Et il y avait comme un truc à l'intérieur de moi qui n'était pas prêt à aller caresser cette tendresse, cet amour, probablement, que je portais à l'intérieur de moi. Et au final, mon GPS a fini par s'activer très très fort au cours d'un dernier accident de moto. Oui, parce qu'il faut toujours des accidents de moto pour comprendre. Où en fait, littéralement, pour resituer l'histoire, parce que c'est une putain de caricature ce truc-là et j'ai très envie de t'en parler. En gros, le matin, je fais un accompagnement qui me demande énormément d'attention. Je me concentre à fond pour faire ce truc-là et ça dure un truc comme 2 heures. Je rentre chez moi, je suis fatigué. Genre littéralement, je porte la fatigue sur moi. Et je me dis, je ferais peut-être bien de rester chez moi. Ouais, parce que j'avais prévu d'aller manger avec une amie à ce moment-là que j'avais pas vue depuis super longtemps. Il y avait son copain, il y avait son chien, il y avait tout le monde. C'est trop chouette, tu vois. Et j'étais fatigué. Mais c'était inacceptable pour moi d'être fatigué. C'était inacceptable de dire non. Parce que je suis un mec fort, tu comprends. Et donc du coup, je suis monté sur la moto et je suis allé là-bas. Et ce qui est amusant, c'est que sur le chemin, j'étais en mode pilotage automatique. Je roulais pas vite, mais je dépassais régulièrement les voitures. Voilà, en mode pilotage automatique. Et à un moment donné, je remonte une file, et il y a un bus qui tourne sur la droite, je me dis c'est clair, j'y vais, et au moment où j'arrive à hauteur du bus, une voiture qui sort. J'essaye une manœuvre d'évitement avec la moto, je vois que de toute manière ça passera pas, si je reste en travers, c'est la jambe qui va taper, ça sert à rien, je remets la moto droite, et à ce moment-là, avant de remettre la moto droite, il y a un truc qui se passe à l'intérieur de moi, c'est un peu fucké ce que je veux dire là. J'ai moins l'effet de surprise, je connais l'histoire, désolé. C'est un peu fucké parce qu'à ce moment-là, en fait, il y a comme un truc qui suspend le temps, littéralement, et qui me regarde comme ça, et qui me dit Alex, de toute manière, c'est ce qui va se passer. Cherche pas, tu vas avoir cet accident. Et il y a un truc très calme qui s'installe à l'intérieur de moi, je remonte la moto, et le truc qui me vient, c'est accepte. Il va se passer des choses, accepte. Et là, je redresse la moto, je tape la voiture, je m'envole, tout se ralentit, je vois le sol, je vois la voiture, je vois le ciel, je tape le sol, je me relève, waouh, je viens d'avoir un accident. Ça recommence à partir super vite, je vais direct au contact de la personne. Est-ce que vous allez bien? Je viens d'avoir un accident de moto, je viens de faire un salto. Je vais voir le mec, m'assurer comment il va, etc. Je gère un axe, etc. Et complètement absent à moi et vachement présent à ce qui se passe à l'extérieur. Pendant une demi-heure, j'ai les pompiers au téléphone, j'ai les flics au téléphone qui me disent vous êtes sûr que ça va? Ouais, ça va. Moi, ça sert à rien de vous déplacer, en fait, tout va bien. Et au final, un truc comme 20 minutes plus tard, il y a Valérie qui arrive. D'ailleurs, si tu me regardes, Valérie, merci encore d'être venue me chercher sur la route parce que j'en avais besoin. Merci. et là, d'un seul coup, je réalise, mais en fait, t'es qui? Ah oui, c'est vrai, t'es Alex. Ah, mais pourquoi t'es là en fait? Ah oui, c'est vrai, tu travailles dans quoi en fait? Ah ouais, c'est vrai, tu travailles dans ça. Et oui, en fait, t'étais en train d'aller voir quelqu'un. C'était qui? Ah ouais, c'était Valérie. Ok. Et là, ça commence à recoller, complètement absent à moi. Et ça, c'était une putain de caricature de comment je fonctionnais. Il y a des messages qui arrivent, mais je les écoute pas, parce que je suis un mec fort, et parce qu'il n'y a pas de place pour ressentir, il y a juste de la place pour agir, pour faire des choses pour les autres, mais pas pour moi. Et, et cet accident, ça a été une putain de caricature qui m'a permis de me dire, aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de continuer à être fort? Est-ce que j'ai envie de continuer à rester au bord de la route et de venir d'avoir un accident et de même pas me rendre compte que j'ai un pied cassé? De même pas me rendre compte que j'ai des côtes abîmées? Ou est-ce que en fait, j'ai envie d'être conscient qu'en fait, je suis vivant, que ma vie a de l'importance et que ça serait peut-être bien que j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi? Que la prochaine fois, quand j'aurai un accident de la fatigue, oui. peut-être que c'est bien qu'il n'y en ait pas un autre. C'est ça, que j'évite qu'il y ait ce truc qui se passe. Et du coup, aujourd'hui, ça a introduit un truc à l'intérieur de moi, une façon d'apprendre qui est vachement en mode beaucoup plus smooth, beaucoup plus en mode attends, il se passe un truc à l'intérieur de moi là. On va l'écouter, on va pas aller à l'accident. Donc du coup, ouais, il y a cette place qui va bouger au fur et à mesure. Je vais pas faire des cœurs avec ma la place qui se décale au fur et à mesure et la façon dont on va entendre ce message aussi qui va bouger. Ouais. C'est ça qui m'est venu par rapport à ce que tu es en train de dire. Ouais. Ça fait une grosse digression, hein. Ouais. D'ailleurs, petite interlude avant qu'on reprenne. À toi qui regarde ce live, d'ailleurs, je fais un petit test ici. Coucou. Ouais, j'ai essayé de regarder un petit peu, mais je pense que... Ah oui, d'accord. Ça y est. Du coup, je fais un petit test sur Facebook. Si à un moment donné, les personnes qui regardent le live sur Facebook ont envie de laisser un commentaire ou quoi que ce soit, ou s'ils se posent des questions, n'hésitez pas à les poser. Et les commentaires YouTube, du coup, ils sont de l'autre côté, c'est ça? Ils sont sur le téléphone qui sont juste là. Ah, il y a la petite moumoute du micro. Ok. Mais c'est cool, non, mais je te laisse t'en occuper, moi je trouve ça vachement bien. Regarde. Merci. Coucou.
il y a une question importante que tu as posée et j'ai commencé à y répondre avec cette espèce de petite voix à l'intérieur qui me disait ça serait bien que tu te poses. Cette question, c'était comment est-ce qu'on fait pour savoir où est-ce qu'on est à cette place? C'est quoi ce GPS à l'intérieur qui nous guide? Est-ce que tu as fait des expériences, Maureen, toi aussi, de ton GPS qui t'aurait parlé à un moment donné et qu'est-ce qui aurait été facile pour l'entendre? Qu'est-ce qui aurait été compliqué pour l'entendre? Ouais, bien sûr, mais j'allais dire tous les jours, quoi. Okay. tous les jours des infos. Après, par rapport à cette question là, en fait, pour moi, c'est important c'est pas vraiment, si dissocier. Quand je parle aux professionnels, de comment trouver sa place professionnelle et les particuliers. En fait, il y a des choses qui se recoupent et qui, pour moi, sont des indicateurs qui sont similaires. Mais c'est juste que, voilà, je pense qu'on ne va pas chercher exactement la même chose et ressentir exactement la même chose. Je crois. Peut-être ça va s'affiner, en fait. Comment est-ce que je sais quand je suis à ma place ou quand je ne suis pas à ma place? C'est ça la question? Ouais. Quelles sont les informations que je reçois de ce GPS? Et que tu es prête à écouter, qu'est-ce qui est facile pour ça, du coup? Je pense que quand je suis à ma place, c'est particulièrement, on en a parlé tout à l'heure, léger. Je pense qu'il y a quelque chose qui est particulièrement fluide, qui est particulièrement fun. Ça ne veut pas dire confortable, parce que parfois on est dans une forme d'inconfort parce qu'on va se mettre dans des situations où on n'a pas forcément l'habitude. Moi, ces derniers temps, c'était avec une formation à l'aise et captivant en vidéo. C'était pour la prise de parole devant la caméra. Et c'est pas quelque chose de confortable, en fait. Et j'ai le cœur qui s'accélère, j'ai des montées de stress, parfois je bug. Mais par contre, je sens que ça me met profondément en joie. Et en fait, il y a une question de sens aussi qui fait que ça va au-delà de moi. Juste moi, Maureen Béillard, voilà. Mais c'est plus le message que j'ai à transmettre qui est important. Et donc, du coup, j'accepte de vivre une situation qui va être inconfortable. Et pour autant, je sais que c'est pas parce que je ressens de l'inconfort que c'est pas ma place. Je sais pas comment dissocier cet inconfort entre l'inconfort de quand on n'est pas à sa place, il y a quelque chose qui est de l'ordre renfermé, c'est pas agréable. Les relations vont être peut-être plus crispées au quotidien. On va avoir tendance à s'accrocher, à rentrer dans des situations de conflit ou... En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas en joie, qui est plutôt gris en fait. Et après, ça arrive quand on est à sa place d'avoir des journées qui sont plus grises que d'autres, ça c'est sûr. Mais c'est toujours la question de se dire, est-ce que là c'est gris à répétition? Et si c'est gris à répétition sur une situation, je pense que l'indicateur c'est que c'est pas tout à fait ok. Et parfois, il n'y a pas tout à rechanger. Ça veut pas dire qu'on va faire une reconversion. Parfois, ça tient à pas grand-chose en fait. C'est le moyen qu'on met ou la façon dont on va aller dans une direction qui fait que c'est pas tout à fait juste, c'est pas tout à fait aligné et du coup, c'est pas fluide. Ça me parle ce que tu es en train de dire là. Il y a deux choses qui me viennent par rapport à ça. Je pense qu'on est un peu tous des coureurs. Genre quand on est dans notre vie, on est en train de courir dans la direction qu'on a choisie en se disant que c'était la bonne, soit parce qu'on a écouté cette petite voix, soit parce qu'on l'a pas du tout écouté, soit parce qu'on l'a écouté un petit peu. Mais en tout cas, c'est un peu comme si on était en train de courir dans cette direction. Tiens, comme ça. Et puis d'un seul coup, alors qu'on est en train de courir, qu'on a l'inertie de la course, qu'on a l'élan de la course, nos habitudes, d'un seul coup, on se dit, ah mais en fait, c'est pas bien là. En fait, j'aimerais bien aller là-bas. Et du coup, tu peux pas tourner de suite. Tu vois, t'as toujours cette course qui est déclenchée. Et je pense que cet inconfort, c'est le moment de se dire, ah, je sors de mes habitudes. Ah, je sors de l'inertie dans laquelle je suis. Pour retourner vers cet endroit dans lequel j'ai envie d'aller. C'est à ça que ça me fait penser, là, ce que tu es en train de dire. Ouais, ça peut. L'analogie est chouette, effectivement. Ouais. D'où l'intérêt de pas marcher trop vite. Parce que sinon, c'est encore plus compliqué de tourner. Ouais. Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas, je suis parce pas... Parce que tu marches très vite? Non, ouais, parce qu'on peut marcher vite et parce qu'en fait, je pense que c'est à chacun et chacune de trouver son rythme et je pense qu'il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de règle générale, en fait. Je pense que il n'y a pas une formule gagnante qui marche pour tout le monde ou qui court pour tout le monde. Et je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est surtout la posture d'introspection que la question de trouver sa place, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau... en étant j'appelle ça moi les particuliers, nous appelons les particuliers au niveau personnel.
c'est en tout cas regarder ce qui se passe à l'intérieur, parce que cette espèce de GPS, il n'y a rien de mystique à ça, hein, c'est pas des infos qui débarquent de droite, de gauche, même s'il y a possibilité d'avoir des infos qui viennent d'autres parts que juste à l'intérieur de soi. Mais là, pour ça, la première chose à faire, je pense, c'est regarder à l'intérieur de soi, qu'est-ce que ça me fait, et est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok, et reconnaître l'inconfort de, en fait, non, juste j'y vais à contre-cœur. J'en sais rien, par exemple, ça pourrait être sur des choses très pragmatiques du quotidien. Tu me demandes un service ou je te demande un service, t'as pas envie, et en fait tu te sens obligé de dire oui. Ou voilà, une amie ou quelqu'un t'invite à faire quelque chose, et en fait t'as pas envie d'y aller, mais t'oses pas, et donc du coup tu vas dire oui, mais tu vois le sentiment que ça fait à l'intérieur, espèce de truc de, même si t'as beau essayer de te mentir à toi-même, à dire bon ok c'est bon je vais le faire et tout ça, tu sens qu'il y a un truc qui est pas fluide en fait, qui est pas ok. Et je dis pas qu'il faut se respecter à chaque fois et que dès que vous avez pas envie de faire quelque chose, et ben, du coup il faut pas y aller, et qu'il faut devenir égocentrique, c'est pas ça du tout. Mais par contre, c'est avoir cette capacité à observer le sentiment que ça fait à l'intérieur. Et je pense que au début, c'est peut-être plus simple de le regarder sur des choses qui sont très évidentes en fait. Quelqu'un vous propose, ou vous proposez à vous-même d'ailleurs, mais d'aller faire une rando par exemple. Et par exemple, ça vous met en joie, mais quelque chose vraiment, waouh, c'est quelque chose qui est super agréable. Bon, ben ça, c'est un indicateur, mais c'est aussi l'état interne qui fait dire que là, c'est OK. Et donc, voilà, commencer à simplement avoir cette petite oreille attentive de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce que ça me fait. Et après, plus ça va, et plus je pense on peut affiner petit à petit pour ressentir de façon plus spontanée, plus fluide, sur des situations qui vont potentiellement être de moins en moins évidentes, de plus en plus subtiles, de savoir si c'est ok, si c'est aligné ou si c'est pas aligné. Carrément. D'ailleurs, il me vient un truc là. Tu situes comment les émotions, toi, par rapport à ça? Je pense que c'est un énorme GPS. Je pense que c'est un énorme GPS. Moi, je me suis battue contre mes émotions pendant des années parce qu'elles prenaient beaucoup de place, en fait, parce qu'elles étaient très expansive et j'avais l'impression que en fait elle dirigeait mes pensées. D'ailleurs en thérapie comportementale et cognitive, il y a un schéma qui dit que en fait il y a une situation de départ qui va déclencher un schéma neuronal, ce qu'on appelle le schéma. Ça peut être un peu, on va le simplifier avec le conditionnement de Pavlov, quoi. Cette expérience me rappelle ça, donc du coup positif ou négatif, enfin voilà, on n'est même pas obligé de le décoder là, qui va amener une pensée, qui va amener une émotion, qui va amener une réaction et qui va ramener à une situation. Et en fait, moi, j'inversais toujours émotion et pensée. Je mettais qui va amener une émotion, qui va amener une pensée. Et en fait, à chaque fois, mon thérapeute, il me disait non, oui, ça n'a pas de sens. Donc, je trouve qu'elle prenait énormément de place dans ma vie et elle m'a emmené plein de situations difficiles à traverser, notamment au niveau familial, enfin avec mes parents. Et donc, du coup, je les ai. La 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 Baboum, baboum. Et en fait, déjà ça fonctionne pas parce que sinon, quand je fais la, elles font la. Et là, t'as compris. C'est trop ça. Donc bon, la dualité, c'est à qui gueulera le plus fort. Franchement, c'est pas super confortable. Ça peut donner des accidents, ça peut donner des trucs. Enfin voilà. J'enfonce pas le clou, non, pas du tout. Et en fait, à partir du moment où je me suis mis à les observer plus comme un indicateur. J'adore les comparer, moi, aux neurotransmetteurs, en fait, de notre corps. Quand on se coupe, par exemple, on se donne un coup, on va avoir des neurotransmetteurs qui vont arriver jusqu'au cerveau et qui vont dire aïe aïe aïe, ouïe douleur. Et en fait, c'est juste une information, c'est pas là pour faire chier, c'est là pour donner l'info que là c'est coupé. Donc, soit on répare, il faut faire des points de suture, voilà. Soit c'est moins grave, mais bref, on va s'occuper de ça. Et on va pas juste insulter la douleur en disant oh là là, c'est neurotransmetteur ou cette douleur, sans se préoccuper de la plaie en fait. Ou on va pas prendre un antidouleur sans se préoccuper de la plaie. Et d'ailleurs, il y a des gens en fait qui n'ont pas de neurotransmetteurs pour donner l'information de la douleur. Il y a un film horrible que je vous recommande absolument pas qui s'appelle Insensible, qui est un film d'horreur avec ce truc-là. Ah ouais. Juste atroce, des enfants en fait qui ne ressentent pas la douleur. Et en fait, ils se mutilent, quoi. Mais ils le font pas de manière malsaine, c'est juste qu'ils n'ont pas de ça. C'est l'image du mec qui est en train de parler et qui se rend compte qu'il a la main sur la plaque de cuisson à l'odeur. C'est carrément hyper dangereux, quoi, tu vois.
Donc ça, je sais plus comment ça s'appelle cette maladie. En tout cas, ce sont des gens qui ne ressentent pas la douleur physique. Ouais. Et du coup, l'émotion, pour moi, c'est exactement la même chose que le neurotransmetteur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour faire chier. Et pas juste regarder l'émotion, il faut regarder l'information qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça me dit, en fait. Et éventuellement, aller regarder l'info et puis dire, ah ok, effectivement, c'est ouvert. Ou effectivement, en fait, ça, c'est pas juste pour moi. Ou ça déclenche ça à l'intérieur. Donc, carrément. Voilà. Waouh. J'ai ce sentiment aussi que les émotions, elles sont là pour apporter une information. Il y a des gens que je coach qui très souvent sont en conflit justement avec ce qu'ils ressentent. Dans le sens où ils ont envie de vivre quelque chose et ils sont convaincus qu'ils savent comment ils doivent le faire. Et j'en ai fait partie, peut-être que j'en fais encore partie d'ailleurs. et du coup, qui bataillent à l'intérieur. Et ça amène des situations terriblement inconfortables pour elles où ça va être je suis en train de réaliser une tâche. Il y a un truc à l'intérieur de moi qui me dit il faudrait peut-être que j'arrête. Mais j'ai tellement pas confiance en ces émotions. Parce qu'elles m'ont joué des tours tellement souvent dans mes relations amoureuses ou quoi que ce soit, où j'ai succombé à l'élan et puis que j'ai vécu un drame derrière ou quelque chose que j'ai vécu comme dramatique qui fait que je n'ai plus confiance en ces émotions. Et du coup, j'ai plus confiance en ce message qui me dit peut-être que tu devrais être attentif à ce que tu es en train de faire là. Et puis d'un seul coup, paf, on va vérifier et c'est trop tard. Ouais, ou trop tard ou pas, parce que c'est cool en fait, aussi d'aller dans l'expérience de tout ça, quoi. De ouf. Et, je veux dire, sinon on se ferait chier. Si on n'avait pas les émotions, si on n'avait pas des situations même problématiques, conflictuelles, ce serait dommage en fait. Par contre, ce qui est sympa, c'est... Moi j'ai fait une vidéo d'ailleurs, je crois que c'est la semaine dernière, sur les regrets. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est plutôt que passer le temps à dire « Ah, si j'avais su, j'aurais dû écouter l'émotion qui me disait de pas y aller. » Non, en fait, c'est génial, tu es allé, t'as vu, et t'as appris. Et ça te donne des infos. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Quelles sont les informations que ça me donne sur moi, sur ce qui est ok, sur ce que j'aime, sur ma place? Et ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je vais aller recréer cette situation dans ma vie, le côté positif? Comment est-ce que je vais aller essayer d'aller vers d'autres types d'apprentissage? Enfin, ne pas me retrouver de nouveau dans des situations qui sont désagréables, ou alors tu recommenceras. Mais c'est ok, vas-y, recommence, fais. Il y a vraiment pas de souci avec ça. Moi, je pense qu'on est là pour ça, quoi. Enfin... Je sais pas. Grave. Je vois qu'il y a quelques petits messages à côté desquels je suis passé à côté là. Yes. Il y a Florine qui nous dit on a à écouter quelqu'un d'autre. Ou on a écouté quelqu'un d'autre. C'était dans une situation à un moment donné. Et du coup, Florine, je suis désolé. Je suis passé à côté du message. Et ensuite, on a Elodie qui nous parle de la. J'ai bugué sur le début du mot, je suis désolé. L'analgognosie. C'est le truc de douleur de la sans sensibilité, douleur. Ouais, sûrement. C'était un nom à coucher dehors comme ça. Carrément. Je voudrais même pas savoir comment ça s'orthographie. Ça commence par anal, ça continue par gognosie. C'est deux lettres de l'alphabet, ça? Gognosie? Ouais. Oui, absolument. Oui. D'accord. C'est le fufu. D'accord. C'est pas mal, je connaissais pas ces lettres-là. Merci Alex. Et du coup, merci à toi Elodie surtout de nous partager ce truc-là. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a un truc qui s'est passé dans une discussion qui était super intéressant et c'est l'espèce d'autoflagellation dont on peut faire preuve. Et c'était trop tard. Il y a un truc qui m'a dit à l'intérieur qu'il fallait que je fasse attention, je ne l'ai pas écouté, ça c'est pas bien. Et c'était trop tard. Fais chier, putain. Et là, il y a une autre émotion qui va venir engrammer que c'est pas bien. Et il y a toute une... Avant que tu répondes à ça, il y a toute une espèce d'automatisme, il y a toute une espèce d'éducation qui est faite. Est-ce que je peux en parler comme ça? Je te laisse répondre à toi en commentaire, à toi qui écoutes ce truc-là. Est-ce que tu as ce sentiment qu'il y a toute une éducation qui est faite autour des émotions, où il y aurait comme de la facilité à les juger, et très peu à les, en bien ou en mal, et très peu à venir les questionner, en mode « Oh, il vient de se passer quelque chose là. Qu'est-ce que c'est ça ?» Ouais, t'as une réaction? Non, mais je laisserai un commentaire, c'est bon. Okay. Sur le replay. Ouais. Et du coup, Elodie qui nous dit « Désolé Alex pour le bug. » Un jour je grandirai, mais il y a des mots qui me triggerent. Est-ce que tu as été sur internet pour le trouver, ou est-ce qu'il faisait vraiment partie de ton vocabulaire, des trucs que tu as retenus? C'est une infirmière badass. Ok, d'accord. Pardon. Non, mais entre infirmiers, voilà, bon, je peux pas tester. Ok. T'as vu le film, du coup? Grave. Je l'ai vu il y a des années et il m'a vraiment traumatisé. Franchement, il est... Mais par contre, il est très intéressant, psychologiquement parlant. Ouais. Rappelle-moi le titre. Oui. Insensible. Insensible, très bien.
depuis tout à l'heure, on est en train de se questionner sur trouver et occuper sa place. Ouais. On est en train de se questionner sur comment est-ce qu'on fait pour trouver. Ouais. On a parlé un petit peu de... il y a des choses à l'intérieur de nous qui peuvent nous guider, comme un GPS. Ok, au fur et à mesure de la discussion, on a parlé de qu'est-ce qui aurait pu être un GPS pour moi. Ah, j'étais pas fatigué, j'étais pas bien, ok, il y a eu l'accident. Ok, donc en fait, on a régulièrement des petits messages qui nous disent c'est confortable, ça l'est moins, on y va pas, on se questionne, est-ce que c'est bien ou pas. On parle des émotions. Vas-y. Non, rien, c'était la notion de bien. Est-ce que c'est bien ou pas? Ouais, espèce voilà. de dualité. Je crois tellement tant en le bien et le mal, mais allons-y. Grave. C'est un autre sujet, pardon Alex. Mais probablement qu'on va y revenir juste après, justement, à cette espèce de bien, de moins bien, de mal. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on y reviendra probablement après. Ensuite, il y a Elodie qui nous dit team infirmier. Et non, elle n'a pas vu le film, donc du coup, Elodie, ouais, team infirmier. Pardon. Du coup, ouais, ce qu'on était en train de commencer à mettre en évidence, c'était ce rapport qu'on peut avoir avec les émotions. Quel a été ton rapport avec tes émotions? Pardon, vas-y. Et du coup, il y avait comme une volonté d'évitement de ces émotions-là. Aujourd'hui, il y a comme une volonté de renouer avec ces émotions-là. Ouais, Ouais, oui, on peut dire ça comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui sont facilitantes pour toi? Est-ce qu'il y a des choses qui sont comme moins facilitantes dans ce lien aux émotions? Je vois pas où tu veux en venir. Il y aurait comme eu une époque à un moment donné où c'était en mode surtout tais-toi, qui s'est traduit en mode là, tu ne t'écoutes pas. Ça marchait pas, hein. Enfin, juste soyons clairs. Hein. C'était une espèce d'énorme renfermement du coup, mais ça partait. Enfin, j'ai jamais réussi à les faire taire quoi. Peut-être des fois vite fait en public, mais à la limite, ça allait plus me retirer en fait. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu serais en chemin vers ces émotions de manière à nourrir une meilleure relation avec? Je pense qu'on est en chemin toute notre vie et que en fait je leur accorde pas nécessairement beaucoup plus d'importance. Simplement j'ai une autre façon de les percevoir, donc j'ai l'impression que juste le fait d'accepter de plus en plus de les voir de plus en plus, non pas comme la société on va dire au sens large, mais bon, c'est un peu cliché de parler de ça comme ça, mais nous apprend que, enfin voilà, d'ailleurs nous apprend pas grand chose à propos des émotions, mais en tout cas qu'il faut plutôt être lisse, enfin ça se montre pas trop quoi, des émotions, et en tout cas j'essaie de les appréhender de plus en plus, comme vous le disiez tout à l'heure, comme quelque chose à valeur d'information, et en fait j'apprends à ne plus lutter contre, mais à plus m'y accrocher non plus, c'est-à-dire que j'ai l'impression que elle est pas de moi cette phrase, mais c'est tout ce à quoi on résiste persiste, tout ce que l'on embrasse s'efface. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est plus on va être dans la dualité, plus on va lutter contre, plus on renforce le problème. C'est valable pour tout, hein, la politique, les idéaux, et c'est pour ça que je préfère œuvrer pour plutôt que lutter contre. Et une émotion, c'est pareil. Bon, je vais pas œuvrer pour l'émotion, hein, mais je vais essayer de pas lutter contre. Et j'essaye de plus en plus de me dire, ok, enfin je l'accepte, mais par contre sans tomber dans l'autre penchant non plus, à embrasser l'émotion et me rouler dedans. Non, je ne suis pas la colère, enfin je veux dire, la colère à un moment donné me traverse, j'essaye le plus possible de regarder ce qui se passe, je vais pas dire je me zénifie, je vais la vivre sans m'y accrocher en disant je suis colère et en partant dans un énorme drama qui va durer des jours ou des heures et sans non plus la nier avec une posture qui peut être aussi très développement personnel, je ne ressens plus rien, ou on parlait de stoïsme il y a quelques jours, je connais mal cette philosophie, mais en tout cas j'apparente aussi à une espèce de truc où c'est quelque part, je dis pas que le stoïsme c'est du déni, d'ailleurs j'aurais pas dû placer ce mot, oubliez ce mot, ça sera coupé au montage. Mais en tout cas qui est de l'ordre un petit peu du repousser, déni de l'émotion. Les mots quoi? Non, pas du tout. Je veux dire, là, tu es au sommet de cette montagne, tout à fait zen. Et je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Donc oui, quelque part, je renoue avec, mais sans vraiment renouer avec, en fait, j'essaie de leur... Enfin, c'est même pas leur accorder la place qui... C'est un subtil mélange de la petite marche là, sur le... Elles sont là, elles sont présentes. Elles ont des infos à me donner, je les fais pas surexister et j'essaye, je vais le refaire. J'essaye de ne pas les faire surexister et j'essaye de ne pas les faire sous-exister non plus, ne pas être dans le déni. Et du coup,
Ouais, voilà. Aller regarder les cadeaux derrière, mais sans être oh là là, ça me donne cette. Oh là là, Et après, à des fois, je me prends des grosses décharges d'émotions, parfois tristes, parfois colère, parfois, et beaucoup, beaucoup ces derniers mois, de profond kiff, juste des moments même. Enfin, super agréables, en fait, profondément agréables. Et en fait, je les savoure, quoi, et je prends. Et, et même dans les moments de down, j'essaie de prendre de plus en plus ça aussi, sans m'y attacher, mais juste, ok, c'est comme ça. Pas juste être là, me dire, la psychologie du bonheur, là. Faut absolument être heureux, faut tout le temps être souriant. Non, fuck, juste non. Wow. Quand tu parles de cette relation que tu cultives avec tes émotions, ça me renvoie à cette vidéo que tu m'avais proposée avec Padovani. Ouais. Le coming out, je ne suis pas une girafe. Oh, ouais. Ça n'a rien à voir avec les émotions, mais oui. Quelque part, un peu aussi, en tout cas dans l'endroit où je me trouve, parce que la proposition que j'en ai retenue, c'est que du coup, il y a le chacal, Ouais. voilà, qui va être le... moi, je suis en train de vivre une émotion avec laquelle je suis pas bien. Hein. Peut-être on remet juste 3 secondes de contexte sur Isabelle Padovani. Elle est spécialisée dans la communication non violente. C'est l'art de communiquer avec soi et avec les autres de façon la plus écologique possible, la plus saine possible. Et le chacal et la girafe. Le chacal, c'est Marshall Rosenberg en fait qui a utilisé ces représentations. Le chacal, c'est celui qui parle avec les émotions, enfin c'est dans la non-conscience, on va dire, pour simplifier. Et la girafe, c'est celle elle représente la conscience, la prise de hauteur, le calme, voilà quelque chose de plus lucide, de plus conscient. Du coup, voilà, ça permet peut-être d'en mettre un peu carrément le contexte. Est-ce que tu as envie de présenter du coup ce qu'elle dit à cet endroit avec le chacal qui à un moment donné peut partir un petit peu en couille et comment l'interaction et en fait le parallèle que je vois avec le... Ouais, avec l'émotion, dis-moi. Ouais, en fait non, je vais le présenter parce que c'est vrai que tu sais pas où je vais en venir. Donc du coup en fait il y a Isabelle Padovani qui s'est renommée en plus dernièrement il me semble. Oui. Je me rappelle plus. Isa. Okay. Isa, je crois bien. Ok. Qui à un moment donné dit que des fois dans certaines pratiques de la CNV on peut avoir affaire à des gens qui vont essayer de se placer justement dans la girafe au-dessus et qui vont habiter cet état en se convainquant qu'ils ne ressentent pas le chacal à l'intérieur. Et qui à un moment donné... Ouais, ok, je vois où tu veux en venir, ça y est. Et qui à un moment donné vont être comme dans le non mais ça m'atteint pas. Non mais je suis pas du tout en train de dire ça alors qu'en fait c'est un chacal déguisé avec des oreilles de girafe. C'est pas ça. Enfin pour moi après en plus je crois que c'est l'image qu'elle avait choisie, elle avait mis un petit serre-tête sur le sur le ça chacal. fait très longtemps que j'ai pas vu cette vidéo, ça fait plusieurs années mais grave. Et du coup ce que je trouve super amusant avec ça c'est que elle explique que t'as affaire à quelqu'un qui en face est en mode non mais je suis pas touché. Ouais. Alors qu'il y a vraiment tout le langage non verbal qui est en train de dire je suis touché mais je décide que je ne vais pas être touché mais je suis touché. En fait c'est même pas je décide, c'est que il y a tout un conflit à l'intérieur et en fait il y a comme quelque chose de terriblement violent pour les deux personnes parce qu'il y en a une qui s'apprend à elle-même qu'elle apprend un truc où là elle est pas en train de souffrir, elle est en train d'envoyer un message à l'autre en disant il y a une espèce de non-sens là-dedans avec deux langages qui viennent se contredire, un langage verbal qui dit quelque chose et un non-verbal qui va dire exactement l'opposé et qui du coup inflige une violence. Je pense que c'est pas la même vidéo. Ouais, probablement. Je suis désolé. C'est pas grave. Mais du coup, c'est pour ça en fait qu'il y a une espèce de quiproquo. Je pense qu'on parle pas de la même vidéo, ouais. Je vois qu'il y a Clément qui nous dit des tips pour se recentrer quand tu es embarqué par une émotion ou quand tu t'en sens coupé. On va répondre à cette question juste après parce que du coup je savais pas s'il était en lien avec ce que disait Padovani ici. Ouais, il y a le truc sur lequel je voulais appuyer ici, c'était l'espèce de stoïcisme que tu mettais en évidence avant, ou en mode on va se détacher complètement de ce qu'on ressent, alors qu'en fait c'est comme en fait on vient terrer l'émotion là aussi, donc du coup c'est probablement pas une bonne solution. Et cet exemple qui était très maladroit de ma part était là justement pour appuyer en fait il est pas si maladroit, c'est juste qu'en fait on a parlé de deux vidéos différentes mais c'est super intéressant aussi avec cette vidéo de Isabelle Padovani justement qui explique je ne suis pas une girafe, ça s'appelle cette vidéo. Elle est géniale parce que donc Isabelle elle est vraiment elle fait partie des symboles de la communication non violente, elle fait partie des gens très très connus là-dedans et en fait elle explique bien sûr elle explique qu'elle était sur internet et que en fait sur un groupe qui n'a rien à voir avec la CNV elle pose une question sur Facebook et en fait elle revient quelques jours plus tard et sous sa question qu'elle avait postée il y a plein de gens qui discutaient en commentaire et en fait personne ne répondait à sa question et elle avait posté un message en disant ça vous dérangerait sinon de me répondre et il y a quelqu'un qui lui a répondu
c'est pas très CNV. Et en fait, elle explique dans cette vidéo, mais elle est géniale, franchement, regardez-là, elle dit, mais j'ai piqué une colère, parce que elle disait, je ne suis pas une girafe. Et en fait, elle est un symbole de la CNV, elle l'enseigne merveilleusement bien, mais pour autant, ça veut pas dire qu'elle est tout le temps, enfin, en fait, ça veut pas dire que c'est une girafe. Et ça, c'est génial, parce que par rapport aux émotions, souvent, on a tendance à vouloir rechercher les émotions positives, ou en tout cas à les s'y attacher et s'identifier en fait à ça, et vouloir l'incarner constamment. Donc c'est un petit peu différent de ce que dit Isa par rapport à, parce qu'elle c'est le syndrome de la CNV et tout ça, mais l'analogie peut être intéressante de cette volonté à un moment donné d'aller s'identifier à un truc et de vouloir y coller parfaitement. Et en fait c'est horrible, parce qu'on ne peut jamais être tout le temps méga bien, on peut jamais être tout le temps CNV, c'est pas possible en fait. Et puis encore une fois, on se fait chier. Enfin non, pitié. Je te remercie beaucoup pour cette clarification sur ce truc-là. D'ailleurs, il y a un truc qui est important pour moi à dire là-dedans, c'est que Maureen et moi, on s'est rejoints sur la problématique dans le monde du développement personnel, il existe plein de trucs, plein d'outils. Et justement, celui qu'on est en train de mettre en évidence ici, la communication non violente, c'est l'un d'entre eux. Et c'est justement parce que c'est important pour nous de venir apporter de la clarté sur quelles sont ces activités, quels sont ces outils, à qui est-ce qu'ils peuvent être utiles, dans quelle situation, etc. C'est pour ces raisons-là qu'on fait exactement ce qu'on fait. Que ce soit dans le cadre de Coep ou Comcep, ou que ce soit dans le cadre de Déroute avec les événements, ou encore avec les équipes qui travaillent ensemble. Bref, c'était important pour moi de le souligner ici. Ouais, clairement. J'ai envie de rebondir là-dessus par rapport à justement la thématique de trouver sa place et le fait que nos activités, en fait, elles sont ultra similaires à Alex et moi. En tout cas, on va vraiment dans la même direction de vouloir participer à, moi, ce que je dis la démocratisation du secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne. C'est vraiment faire connaître, aider à vulgariser, à rendre accessibles ces différents métiers du bien-être, du développement personnel et des médecines complémentaires, de façon à faciliter la mise en relation, de façon à pouvoir aider, nous, les gens c'est nous, mais les gens c'est vous aussi, en fait à trouver des ressources, parce qu'il existe des ressources pour une multitude de problématiques, pas dire toutes, qu'on peut rencontrer dans notre vie, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau des traumas qu'on peut avoir, ou même des objectifs, et il existe une multitude de professionnels, et ils sont encore souvent méconnus. En fait, on exerce, on va tous les deux dans la même direction. Je dis tous les deux, tu vois, on voyait Clément tout à l'heure aussi qui va dans cette direction, et comme plein d'autres, et peut-être d'autres personnes qui regardent aussi cette vidéo. Et simplement, on a des façons d'y aller qui sont différentes. En fait, à proprement parler, on pourrait être des concurrents. Et avec Clément et avec tous les autres aussi. Et en fait, on ne l'est pas du tout. Pourquoi ? Je me sens pas concurrente de toi, Alex. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas ? Parce que justement, on a chacun notre place, et on a chacun ce que j'appelle justement cette zone de génie. Et j'ai très envie de parler de ça ce soir, parce que ça me semble vraiment fondamental, en fait, même entre pros du secteur CEP, là, justement, du secteur du bien-être et du développement personnel. À proprement parler, vous êtes tous concurrents, quoi. Donc limite, Coep, la plateforme de mise en relation, c'est un annuaire, en fait, de professionnels de ce secteur. Ils vont être en concurrence. Et puis toi, tous les professionnels que tu recommandes, ils sont en concurrence. Et Clément, tous les professionnels qu'il permet aussi de travailler ensemble dans un super lieu à Montpellier, et ben c'est pareil, il les met en concurrence. À partir du moment où on pense qu'on apporte tous la même chose, à partir du moment où on connaît notre zone de génie, à partir du moment où on sait où se trouve aussi notre place, qui évolue, qui n'est pas fixe, eh bien il y a quelque chose qui est beaucoup plus... en fait, il y a un truc qui est ultra génial, quoi. C'est qu'on a chacun quelque chose à apporter, et on va l'apporter de façon différente. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer ce soir à cette occasion. Parce que c'est valable dans tous les secteurs, en fait. Et dans mon secteur de la communication et du marketing, c'est aussi tellement valable. En fait, ça c'est arrivé plusieurs fois que des personnes me laissent des commentaires ou m'envoient des mails, ou même j'ai des échanges visio avec certains, où en fait, on sent qu'il y a une espèce de dualité, là, de truc où c'est de la concurrence. Non, mais pitié, enfin, je veux dire, moi, je sais où est ma zone de génie, je sais là où elle n'est pas,
Et en fait, je travaille en partenariat avec plein de professionnels qui ont des super domaines de compétences, qui vont aller faire des super sites web. Moi, perso, j'en fais pas. Enfin, vous ne me ferez jamais faire de l'exécutive. Je fais des audits de sites internet, mais je fais pas de site internet. Je vais pas faire de community management. Je fais pas de graphisme. Bon, sauf pour les copains, mais voilà, sinon, et pour moi-même. Mais sinon, c'est pas ma zone de génie. Clairement, il y a plein de gens qui font ça tellement mieux que moi. Et il y a plein comme ça de sous-domaines de compétences. Et même sur, par exemple, un graphiste, donc on se dit, bon, bah, on va en prendre 10, ils sont tous les 10 dans l'exécutif pur, ils font du graphisme, mais ils ont tous leur touche, leurs pattes. Bon, le graphisme, c'est sûr, forcément, c'est facile, Maureen. Mais dans le copywriting, c'est-à-dire l'art d'écrire, c'est pareil. Dans un cabinet de thérapie, c'est pareil. Vous avez des approches différentes, vous avez une sensibilité différente, vous avez une personnalité différente, vous avez des valeurs différentes. Et en fait, c'est juste merveilleux de pouvoir aller à la rencontre. Je pense que plus on va à la rencontre de sa place, plus on va à la rencontre de sa zone de génie, plus on est aligné avec ça, et plus c'est juste, et plus c'est possible de travailler avec les autres autour aussi, en fait, et en complémentarité, et en s'apportant les uns les autres. Et moi, on va être dans la peur aussi de pas trouver de clients, ou je sais pas, tous ces trucs qui font que du coup, on va être... ou vouloir dire ah non, mais moi, je travaille dans la communication et dans le marketing, je fais absolument tout. Tout, oui, donnez-moi votre site web. Non, non, le faites pas. En vrai, je serais capable, mais franchement, il sera tellement moins bien fait. Et en plus, je vais pas me faire chier. Ça me fait pas kiffer, en fait. Je le fais pour moi, mais oh mon Dieu, la corvée. Enfin, non, quoi. Et ouais. Et plus on est à sa place, plus on dit, bah ok, moi, ça, c'est ça. Oui, carrément. C'était un peu un virage comme ça, mais je trouve que c'est une façon de rebondir, en tout cas, sur le fait des activités qu'on propose qui vont dans la même direction. Carrément. Et ouais. Et on n'a pas répondu à Clément toujours. On va répondre juste après. C'est chouette que tu aies pris le temps de le faire ici. Et genre, je sais pas, il y a un truc qui a envie de le dire à l'intérieur. C'est même important pour moi de travailler avec toi aujourd'hui. Parce que justement, en fait, on a des sensibilités qui sont terriblement complémentaires, en fait. C'est ouf. Je vois que moi, mon dada, c'est d'aller parler, et ça d'aller écouter, c'est d'aller voilà, faire toutes ces choses-là. Et par contre, toi, l'énergie que tu es capable de déployer, mais oh mon Dieu, moi, les gens, moins. Mais je vous aime quand même. Mais moi, ce que j'aime, c'est particulièrement les pros, quoi. Mais enfin, toi aussi, d'ailleurs, tu les aimes particulièrement. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est là où je sens que tu as carrément des trucs à apporter, quoi. De ouf. On répond à la même question, hein. Comment choisir son thérapeute? D'ailleurs, c'est des ateliers qu'on organisait avec Alex avant le confinement. Ouais. C'était cool. Sur Montpellier, on organisait ça. Et cette question de comment choisir son thérapeute, on peut l'aborder du côté patient, client, du côté particulier, privé, en disant comment choisir sa thérapie. Ça, c'est une question. Quelle thérapie choisir? La CNV, on en parlait tout à l'heure, communication non violente, l'hypnose, la thérapie comportementale et cognitive, bref, je ne fais pas la liste. Mais voilà, comment choisir sa thérapie et comment choisir son thérapeute en fonction du feeling, de la sensibilité. Comment identifier aussi soi, son besoin, parce que des fois, juste on se sent mal et en fait, on sait même pas trop pourquoi et on sait pas trop quelles questions poser. Donc ça, c'est plutôt côté du patient, quoi. Et ensuite, côté thérapeute, pour pouvoir les aider en fait à mieux communiquer, c'est aussi comment, au-delà de leurs outils, c'est comment exprimer, révéler à travers leur communication leur personnalité, leurs valeurs, leurs spécificités, leur zone de génie, pour pouvoir permettre cette rencontre entre les personnes qui ont besoin et eux qui ont des solutions. Waouh. C'est... Il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête. Il se passe ton truc. Est-ce que tu veux qu'on réponde à la question de Clément pour les émotions? Comme ça, tu fais la séance aussi. J'ai envie qu'on reste là-dedans, parce que c'est important. J'ai envie de te demander, Clément, si tu es toujours sur la discussion, est-ce que c'est OK pour toi d'attendre ou est-ce que tu voudrais qu'on réponde maintenant? Je crois que la façon dont on rentre dans ce game-là, du développement personnel, répond probablement en quoi on est complémentaire. Je pense que je suis rentré là-dedans par la fibre prendre soin. Et toi, tu es rentré par la fibre... je ne saurais pas comment la définir.
Je suis née dedans, par le placenta. En fait, c'est comme si moi, il avait fallu que j'apprenne à rentrer dedans, Ouais. alors que toi, t'étais déjà dedans initialement. Ouais. Moi, après, je blague avec ça, mais, Ouais. mais en vrai, j'étais... Oui, on est né là-dedans, mais par exemple, ma sœur jumelle n'a pas du tout le même parcours que moi dans ce secteur-là. Et... Ok. Ok. En fait, ce que je vois chez toi, c'est que tu as des compétences dans le business de fou furieux. Ouais. Cette meuf est une businesswoman, t'as jamais vu ça. et moi, je suis pas du tout un businessman. D'ailleurs, quand on regarde nos profils, j'ai plutôt tendance à être la gonzesse. C'est vrai, franchement, dans le duo qu'on peut faire professionnellement, je suis plutôt la gonzesse. Hein. Je sais pas, qu'est-ce qu'une gonzesse du coup? C'est vrai. Pardon pour l'espèce de jugement que je suis en train de faire. Franchement, mais le mois prochain, le sujet de déroute, ça va être le sexisme, les gars. J'en profite pour manger cette petite tomate sérieuse. En même temps, c'est un truc dont j'ai toujours pris un malin plaisir à dire ça. Quand j'ai commencé à rentrer dans mes études d'infirmier, j'arrêtais pas de dire, mais en fait, parce que j'ai une partie féminine de ouf. Et je crois que ce que j'appelle cette partie féminine, c'est cette partie sensible, en fait. Et j'ai plus exacerbé cette partie sensible. Tu parles de sensibilité, pas de sensiblerie. Hein. Non, c'était pour réhabiliter les femmes. Ok, oui, bah voilà, tu fais bien de le dire, ouais. Vraiment sensibilité, ce truc d'être attentif à ce qui se passe. Donc ouais, je pense que c'est vraiment ça. Ouais. J'étais vraiment très envie qu'on revienne sur cette discussion un jour ou l'autre, justement pour affiner en quoi est-ce qu'on rentre de manière différente là-dedans. Cool. J'ai envie de revenir sur la discussion avec Clément et du coup la question qu'il posait. Reprenons. Des tips pour se recentrer quand tu es embarqué par une émotion et ou quand tu t'en veux. J'allais dire la première partie, à la limite, moi je veux bien, hein, c'est un truc qui me parle. Okay. Quand tu t'en coupes. Ah bah oui, ça, oui. Mais la partie quand tu es embarqué par les émotions. Vas-y. Bah ça, d'ailleurs, franchement, c'est le tips de Laurent Marchand, mon grand mentor. Et il y a plein d'autres pros dans le secteur qui travaillent avec cet outil. Mais franchement, Laurent, ça fait partie des enseignements. Un des fondamentaux de ces enseignements, c'est l'expiration dans le bassin, l'expiration du soulagement. C'est juste ça. En fait, il n'y a pas vraiment de protocole. Lui, il explique que c'est quand tu rentres d'une journée de travail et que tu te poses, juste tu te poses. Il n'y a pas un protocole particulier, jambes croisées, machin, non, juste expiration du soulagement. Quoi. Merci Alex. Voilà, donc je pense que ça c'est le premier peut-être réflexe à adopter, en tout cas moi je le remercie beaucoup pour ça parce que c'est quelque chose encore aujourd'hui que j'essaie de pratiquer vraiment régulièrement, parfois j'oublie, en fait c'est que la répétition de cet exercice qui fait qu'à un moment donné ça devient un réflexe. Et en fait, je sais pas si tu regardes cette vidéo, de pouvoir peut-être le faire toi-même, pas juste nous écouter parler, de faire cette expérience-là, quoi. Ouais. Et en fait, il y a un truc qui se pose, déjà. Après, quand on est pris, bon là c'est facile, j'allais dire, on n'est pas dans une énorme émotion, on pourrait la faire monter et tout ça. Mais... On n'est pas dans le feu. Ouais, c'est ça. Mais il y a parfois où c'est super dur, en fait, de redescendre sur le moment comme ça. Quand l'émotion, elle est vraiment trop, trop, trop forte. Moi, je le laisse un certain laps de temps. En fait, j'ai toujours ce recul de moi-même qui me juge, en tout cas, une espèce de... je sais pas, une mini-schizophrénie, là, où je m'observe, en fait. Je me vois en train de partir en live, que ce soit dans la tristesse ou dans la colère, c'est souvent les émotions les plus... Et souvent, elles vont ensemble, d'ailleurs. Mais en tout cas, chez moi, qui sont les plus difficiles et où j'ai besoin d'apprendre à redescendre. Parfois, je m'autorise à vivre le truc un bon coup. Donc, j'ai, genre, typiquement, chialer un bon coup, quoi. Ok, je vis le truc. Juste, j'essaye de pas me faire embarquer dedans. Et parce qu'après, il peut y avoir ceci que je sais pas si t'as déjà vécu une scène de tristesse vraiment ultra profonde où en fait tu nourris une espèce de truc en boucle là, réalimenter. Ça quand tu commences à partir là-dedans, aïe aïe aïe, quoi. Donc là, respiration. Après, je pense que sur le moment, c'est pas, tu vois, tu peux, si t'as un cerveau très mental, intellect et tout, mais a priori, du coup, tu seras peut-être moins facilement embarqué dans tes émotions. Tu peux intellectualiser le truc en disant, ok, qu'est-ce que ça m'apporte, et ça, c'est une forme de reprendre le contrôle. Mais je pense qu'il y a une part qui peut être dans le déni, en fait, là-dedans, mais peut-être tu y répondras mieux, toi, sur la partie comment ne pas rejeter l'émotion.
Donc première chose, peut-être si la décharge est trop forte, essayer de respirer. Si la décharge est trop forte, accepter de la vivre un petit moment, en fait, de rester avec. Et continuer au niveau de la respiration. Et ensuite, observer à l'intérieur qu'est-ce qui se passe pour aller identifier, en fait, la part qui s'exprime. Et ça, je pense que je terminerai avec ça, du coup. C'est la dernière séance que tu m'as proposé de faire, Alex, il y a quelques semaines de ça, peu de temps. Et où, en fait, j'avais vécu un événement super difficile à 2 soirs de suite. Émotionnellement, j'étais hyper embarquée, quoi, dedans. Ça n'avait pas duré très longtemps. J'avais vécu ma colère après ma tristesse profonde. Je sais pas, je dirais une quinzaine de minutes peut-être. Et en fait, j'avais réussi à désamorcer le truc. Et puis j'ai vu Alex 2 jours après. Et en fait, il y avait une charge émotionnelle qui était toujours super présente. Donc je sais pas si j'ai été trop... C'était pas vraiment le déni, mais en tout cas, il y avait quelque chose à libérer. Et là, en fait, moi toute seule, j'avais fait déjà un beau boulot. Et c'est cool. Merci moi. Mais en fait, il y a parfois où il y a besoin d'avoir un témoin extérieur qui vient aider à libérer la charge émotionnelle. Et là, en l'occurrence, c'est Alex qui a joué ce rôle avec moi et voilà, qui m'a emmené en fait un peu comme une espèce de méditation guidée. En tout cas, tu m'as invité à aller replonger là-dedans, on l'a revisité et tu as été l'axe en fait qui m'a permis d'aller revisiter ça en toute sérénité, c'est-à-dire sans flipper de me perdre dans l'émotionnalité, sans flipper de repartir en live total dans les méandres de cette émotion. Et ça, c'était un énorme cadeau. Ça a été vraiment très, 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 très fort pour moi. Je te remercie pour ça encore. Donc voilà, donc peut-être que parfois, quand il y a des trucs qui sont vraiment au niveau de l'émotion, c'est très, 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 très fort, très, très lourd, je pense que c'est chouette d'aller se faire aider, en fait, pour aller libérer ça. J'aurais pu continuer mes semaines comme ça, puis je pense que ça m'aurait pas déglingué, quoi. Enfin, je veux dire, je vais réussir à m'en sortir plutôt pas mal, ce qui n'était pas le cas il y a encore un an en arrière. On s'est fait une chouette rétrospective là-dessus aussi. Mais je pense que c'est toujours plus chouette de pouvoir aller vraiment libérer cette charge, parce que peut-être que la fois d'après, voilà, il y aurait peut-être eu un peu des résidus. Et là, peut-être que la prochaine fois où je suis confrontée à une situation un peu de cet ordre-là, peut-être que ce sera beaucoup plus fluide, quoi. Oh Clément, t'es un champion. Ça a coupé. Non, c'est qu'il me fait remarquer en fait que j'ai la batterie qui va changer. Ouais. Du coup, on va faire un petit switch rapide pour les 20 dernières minutes et qui seront les plus importantes en plus sur la webcam. T'es pas prête, hein, la qualité de la vidéo elle va être dégueulasse. Hein. Ah ouais. Ah bah non, c'est pas celle-là. On va rester avec nous quand même. Paf. Non, c'est pas ça. Je maîtrise mon logiciel, tout va bien. Oh. Bonjour. On a vraiment fait ça? Grave. Bon, mais je pense que je vais vous laisser. Je vais prendre une petite tomate cerise pour me tenir compagnie. Parce que là, vraiment, on est comparables. On est bien d'accord. Peut-être qu'en éteignant le projo derrière, parce que là, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de soleil. T'inquiète, on va repasser sur les deux. C'est le moment de transition. Ouais, je jongle, alors du coup, je sais pas jongler. Je vais dire, je jongle avec les tomates en attendant pour vous faire patienter. Et du coup, moi aussi, je me fais patienter un petit instant. Donc, du coup, je vous fais le teaser de Alex, les services de D-Roots et du coup de Esprit Roots. Esprit Roots, c'est Alex, en fait. Alex en tant qu'accompagnant qui a la possibilité de vous accompagner jour et nuit. Non. En tout cas, sur la libération des émotions. Non, avec beaucoup plus de sérieux. Il a cette capacité à venir cueillir la personne là où elle se trouve en fonction de son besoin et de pouvoir l'emmener à la rencontre de... Ah, coucou par là. Ouais. L'amener à la rencontre de son émotion et à les faire parler, en fait. Cette part à l'intérieur qui s'exprime. Et le fait même de lui laisser la place de s'exprimer à cette part à l'intérieur de soi qui est en train de hurler colère ou tristesse, ou souvent il y a l'enfant blessé qui est derrière aussi. Et en fait, c'est un énorme cadeau, quoi. Enfin, je pense qu'il faut le vivre. Et ça désamorce quelque chose, c'est vraiment chouette. J'ai fini le coup de pub pour Alex. Merci. Merci infiniment. Voilà. Je sais de quoi je parle, du coup, je recommande les yeux fermés. Allez. Merci Maureen. Allez. Waouh. Il y a plusieurs choses qui me viennent du coup avec ça. Déjà, j'ai envie de te redire merci. parce que je vois que il y a un truc à l'intérieur de moi qui est en mode je reste concentré dans le live et du coup il y a tout mon esprit qui est là-dedans et en fait il y a un truc qui est touché à l'intérieur de moi et il fait moins de bruit
et c'est lui que j'ai envie d'aller chercher parce qu'il est important pour moi. Peut-être ça va répondre à la deuxième partie du passage de Clément, de se laisser toucher, c'était le thème du mois dernier, je crois. Oui. Ouais. Mais carrément. Ne pas bloquer l'émotion. Ouais. Il y a Bérénice Randisi, big up, qui est intervenue sur l'un des derniers lives. Justement, c'était se laisser toucher, enfin s'autoriser à être touché. Ouais. Qui a écrit un livre, Et si les fleurs de bac m'étaient comptées. On te mettra une fiche là, de manière à ce que tu puisses aller voir son interview, parce que je kiffe cette femme, elle a une énergie de fou furieux. Elle travaille avec les élixirs de fleurs de bac, et en fait, pour appuyer le message des fleurs de bac, elle se sert de contes, de manière à ce que la personne se sente teintée aussi par l'histoire et comprenne ce que la fleur va venir faire et agir chez elle. Et il y en a une qui m'a particulièrement touché, qui s'appelle Verveine, où en fait, elle vit une vie où on lui dit tu vas être ça. Et je crois que c'était un truc genre tu vas être beau, ou tu vas être belle en l'occurrence. Et ça te parle? Non, en fait, okay. Mais je crois que Verveine, c'est celle que la fleur que je t'avais donnée. Oui, c'est pour ça que je partais avec. Genre, c'est magnifique en fait. J'étais en train de pisser. J'ai été touché par cette plante-là, et j'étais en train de pisser. J'ai mouru. Voilà, dans mes toilettes, il y a des fleurs de bac. Désolée pour tous les thérapeutes qui utilisent des fleurs de bac. J'ai une vitrine de fleurs de bac, mais dans les toilettes. Voilà. Et du coup, j'ai vu Verveine et je me suis dit, ça c'est trop le moment pour un. Voilà, bref, petite anecdote passée. Et du coup, elle se sert des contes pour raconter l'histoire. Et Verveine, une fleur, une princesse, à laquelle on a dit, tu seras belle. Et tu ne seras que ça. Et elle, c'était complètement inconfortable pour elle, et du coup ça agitait des émotions à l'intérieur d'elle, elle n'était pas ok avec ça, et elle a complètement fermé les portes parce qu'elle était en mode je ne veux pas vivre ça. Je te mettrai vraiment des liens vers cette petite histoire parce que il me manque terriblement d'informations dedans, et elle est magnifique. Et au final, au milieu de cette frustration, de cette colère où elle décide qu'elle ne ressentira plus rien, il y a quelque chose qui vient la toucher. Il y a quelque chose qui vient lui murmurer des mots à l'oreille qu'elle décide d'écouter, et il se passe un déclenchement qui fait qu'elle est au contact de ses émotions, et elle se dit waouh, mais en fait c'est trop précieux pour moi de ressentir ces émotions là, c'est tellement précieux que tout se passe dans ma vie maintenant que j'écoute mes émotions, et je suis heureuse d'être passée par là parce qu'aujourd'hui c'est précieux pour moi ces émotions. Donc vraiment ce qui me touche dans cette histoire, c'est que si à un moment donné il faut passer par le message de se fermer complètement pour apprendre à revenir tranquillement et prendre la mesure de ce vers quoi on revient, et ben c'est très bien comme ça, c'est même très très beau. Mais grave. On n'est pas là pour en chier, hein. Je crois que ça va être mon slogan. Du coup, il y a un truc qui me vient par rapport à la façon dont Clément avait posé sa question. Et d'ailleurs Clément, je te remercie infiniment parce que c'est toi qui m'as envoyé le SMS et t'as trop géré. Vraiment merci. Donc du coup, à la question des tips pour se recentrer quand tu commences à être embarqué dans une émotion, quand tu t'en coupes, le tip de Maureen, c'est gérer la crise. Le tip que j'aurais à donner, c'est anticiper la crise. Qu'est-ce qui va amener à ce qu'il y ait une crise qui se passe? Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est que j'ai appris à faire taire une émotion, et c'est un peu comme si j'avais pris une émotion, je l'avais mise derrière une porte, et paf, j'ai claqué la porte, en mode, c'est moi qui pilote. Et en fait, le truc, c'est que, comme disait Maureen, en fait, ça tape très fort la porte. Ça tape vraiment très très fort. Moins t'écoutes, plus ça tape, ouais. Exactement. Et du coup, il cassait la porte, et l'émotion arrivait, et je comprenais le message. Et aujourd'hui, la position que j'ai envie d'adopter, c'est à toutes ces personnes qui ont fait casser la porte à plusieurs reprises, et qui ont envie de ne plus voir cette porte se casser, apprenons à l'ouvrir tranquillement. Apprenons à se dire, ok, donc il y a une émotion qui est à l'intérieur de moi, et elle est vivante dans certaines situations, je ne sais pas les gérer dans certaines situations, donc peut-être que la solution, ça serait de s'extraire dans cette situation particulière, de se dire, soit j'explose, soit je me mets en retrait parce que je ne peux pas gérer cette situation, et du coup apaiser le feu, soit avec du bien-être, que ce soit des massages ou quoi que ce soit, et je vous garantis que ça change le game de s'autoriser des massages, ou que ce soit avec de la méditation ou d'autres outils comme ça. Et une fois que le feu sous la marmite est moins fort, d'un seul coup, pouvoir s'orienter vers quelqu'un qui peut faire le point d'ancrage dont parlait Maureen tout à l'heure, que d'autres comme moi proposent. Maintenant, prenons le temps de regarder. Maintenant, prenons le temps de regarder quelle était l'émotion qui était vivante à cet endroit, et apprenons à la faire parler tranquillement. De manière à mémoriser à l'intérieur de soi, je suis en train de commencer à ressentir de la colère. Mais avant que la colère soit là, il y a un truc qui est là.
Et comme s'émerveiller de se dire, ouh, c'est là. Et j'insiste. J'ai pas le temps souvent, colère, je veux dire, c'est pas genre... Wow. C'est ça. Et je pense que c'est ça tout l'enjeu pour l'endroit où je me trouve en ce moment, c'est d'être capable d'apprendre à être de plus en plus au contact de ces émotions-là, et d'être capable de les entendre beaucoup plus tôt, avant qu'elles ne parlent trop fort. Et de manière qu'au moment où elles arrivent, je sois dans l'émerveillement de me dire c'est là. Et j'insiste sur le mot émerveillement, c'est complètement bisounours, c'est complètement what the fuck. Mais pourtant, ça rejoint ce que tu disais, c'est à un moment donné une émotion qui vient n'est ni bonne ni moins bonne. Elle est ni mauvaise ni pas mauvaise. C'est juste à un moment donné, c'est quelque chose qui vient. Et si je la juge en bien, je vais fusionner avec en me disant oh c'est trop bien, etc. Ou je la juge en mal, non, je la repousse. Ben non, c'est juste quelque chose qui arrive. Et qu'on peut commencer à venir questionner. Ça raconte quoi de moi, ça? Ah, je ressens du bien. Ah, mais c'est que je suis bien ici. Donc en fait, si je m'autorise à être là plus souvent, bah, ce sera nettement mieux pour moi. Et à l'inverse, je ressens de la colère. Une histoire que je kiffe de ouf. Quelle heure est-il? 21h22. Je m'autorise à la faire, cette histoire. Super brièvement. Je vis en colocation. Cette colocation-là, elle me régale parce que je vis une intelligence émotionnelle dans cette colocation, c'est complètement dingue. D'ailleurs, gros bisous à vous tous. Dans la colocation, on est 6. Du coup, ça arrive qu'il y ait du bordel à la maison. Et du coup, des fois, je peux m'agacer par rapport à ce bordel-là, parce que j'ai envie de ranger en ce moment. Et j'insiste sur le en ce moment, parce qu'avant, c'était pas ça du tout. Et par moment, quand c'est pas rangé, je m'agace. Et du coup, des fois, je m'agace. Et quand je vois que ça commence à faire ça, je m'arrête et je me dis, attends, pourquoi t'es en colère là, en fait, Alex? Enfin, plus que c'est pas pourquoi t'es en colère, c'est, il y a de la colère, ok. Qu'est-ce qui fait que t'es en colère, en fait? C'est quoi le truc qui te déclenche là? Ok, c'est pas rangé. Ouais, mais en fait, t'as conscience toi aussi que tu laisses ton bordel. Donc c'est pas ça le problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'aimerais bien demander à ce que ce soit rangé, mais je sais pas comment faire. Parce que j'ai l'impression d'être invasif, d'être envahissant avec ça. Ok, donc en fait, je suis en colère pas parce que c'est pas rangé, mais parce que je ne sais pas demander à ce que ce soit plus rangé. Et c'est tout ce game-là, cette histoire de tips pour se recentrer quand on est embarqué ou pour retourner aux émotions quand on est coupé de tout ça. La proposition que j'ai envie de faire, c'est quand il y a le feu, trouver les ressources comme celle qu'énonçait Maureen un peu plus tôt pour désamorcer ça autant que possible. Et puis après, quand c'est le moment, et ça c'est super important, c'est retourner au contact de cette émotion pour dire mais en fait elle me racontait quoi cette émotion. Je pense que j'aurais envie de compléter cette réponse de comment aller au contact de l'émotion quand justement quand justement on se bloque en fait, on essaie de pas l'écouter. Je pense qu'il y a un truc que j'ai envie de partager, c'est vraiment le côté autorisons-nous, mais tout en fait. Et ça rejoint l'histoire de la place. Et en fait, c'est vraiment plus on va plonger dans l'authenticité de qui on est, chacun avec nos trop, nos pas assez, nos qualités, nos défauts, bien, mal. Plus on va lever le voile, ça c'est toi qui utilisais cette expression, plus on va faire tomber les masques, plus on va aller dans la profondeur, l'essence, la quintessence de qui on est vraiment. Et plus on va avoir des choses à offrir en fait aux autres, en termes d'autorisation aussi, de arrêtons les rôles sociaux, les machins, les trucs, les attendus. En plus, souvent, c'est une histoire qu'on se raconte de nous à nous. On croit que les gens c'est qui? Les gens c'est nous. Et on croit que la société c'est quoi? C'est nous tous, c'est l'addition des comportements individuels. Attend de nous des choses, de machins, de... Mais non, en fait, pas nécessairement. Et plus on va s'autoriser ça, et plus on va voir dans cette singularité, dans cette authenticité, dans cette émotionnalité ou non, on n'est pas tous des êtres hyper émotionnels et c'est ok en fait, on n'est pas obligé d'aller les creuser, les chercher, les machins, mais plus on va se foutre la paix et plus on va s'accepter tel qu'on est, plus en fait on va pouvoir trouver notre place et plus ça va être juste. Et donc du coup, c'est un peu un truc de se dire fuck, juste, c'est bon quoi, on arrête de se prendre le chou. Et ça, je pense que déjà, ça fait du bien quoi. Non mais franchement quoi, non mais, oh là là, putain. Et du coup, on peut peut-être plus vivre l'émotion. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on va pas vivre l'émotion ou qu'on va pas vivre notre place? Et je veux dire, moi la première, et je fais ce discours à moi-même aussi, hein, mais
être dans un truc de rigidité, d'attente, de... Voilà. Parce qu'on attend de nous. Respire. Non. Et du coup, peut-être, voilà, c'est se dire, je sais pas, posez-vous la question des gens que vous aimez le plus autour de vous, que ce soit des gens célèbres que vous connaissez pas directement ou des amis proches, votre famille, et qu'est-ce qu'ils vous apportent. Et c'est souvent dans leur authenticité que ça apporte beaucoup et qu'on trouve leur beauté, leur singularité. Et je pense que c'est ça aussi la zone de génie. Et du coup, ça va être s'autoriser à vivre ses émotions et qui on est de façon ultra profonde. Et je pense que c'est à cet endroit-là que du coup on a sa place en tant que particulier, mais aussi en tant que professionnel. C'est pile poil à cet endroit-là quand on va pouvoir identifier la valeur ajoutée qu'on a apportée et sa place de pro, de plus concurrent. Voilà. De ouf. Je kiffe, Maureen, je kiffe de ouf. Il nous reste 3 minutes. J'ai envie de refaire un. Je sais pas pourquoi j'ai cet appel à faire ça. On va voir si j'y arrive à refaire le tracé de ce qui s'est passé dans cette discussion. Yeah! Le point de départ, c'était trouver et occuper sa place. Comment est-ce qu'on fait? On est parti un petit peu dans nos discussions, dans nos expériences personnelles. Quel a été mon parcours, moi, par exemple, pour trouver ma place? Quel a été ton parcours, toi aussi, pour trouver ta place? On a fait remonter de tout ça qu'il y a des modes d'apprentissage, des modes de langage, de je suis prêt à apprendre comme ça. Bon, en ce qui me concerne, du coup, c'était les accidents. Et puis, du coup, on a fait ressortir le truc du GPS. En fait, il y a des choses qui nous disent à l'intérieur de nous, ça serait bien que tu tournes à droite ou que tu tournes à gauche. Et puis, il y a comme un truc à l'intérieur de nous qui se croit plus grand et qui dit non, mais moi, je vais aller ailleurs, en fait. et du coup, quand on a fini cette discussion autour du GPS, on a commencé à parler des émotions, de ces trucs-là qui vont être vivants à l'intérieur de nous et de comment c'est facile ou non de les accepter et de les vivre plus ou moins bien. Et puis on a fait ressortir un truc qui est ressorti là-dedans, c'est en fait les émotions on a tendance à les juger, en bien ou en pas bien. Quand c'est bien, on va avoir tendance à les embrasser, les habiter, les faire survivre. Et puis quand c'est pas bien, on va avoir tendance à s'en couper, les retirer très loin, et puis finalement, elles finissent par revenir parce qu'elles ont quelque chose à nous dire, et tôt ou tard, on finira par l'apprendre. Et surtout pas par les accidents. Bah, s'il faut en passer par là, comme dirait Ouais, très bien. c'est ok, c'est ok, tout est parfait. Tout est putain de parfait. Tout est putain de parfait. Et du coup, quand on a discuté un petit peu de ces émotions, qui pourraient être comme le guide pour trouver sa place, du coup, la question c'était, ouais, mais les émotions, des fois, et merci Clément d'ailleurs pour poser cette question-là, comment est-ce qu'on fait pour se recentrer quand ça part en couille complet? Du coup, Maureen nous a donné quelques tips comme ça, à base de se poser. C'est pas la merde, c'est les Laurent Marchand. Livre des parts citées. Respirer dedans, respirer avec soi. Est-ce que ça serait comme s'extraire de ça? Non, c'est pas s'extraire en fait. La respiration du soulagement, l'expiration du soulagement, elle dit tout. Hein. C'est simplement redescendre, en fait, c'est redescendre. Bon, peut-être j'ai pas utilisé ces termes là-dedans. En fait, c'est redescendre dans la paix. Voilà, c'est juste ça. Ouais. C'est le socle du créateur. Mais sinon, c'est juste la paix. Okay. C'est juste un état d'apaisement. Ouais. Et du coup, la proposition avec laquelle on était en train de finir, c'est qu'une fois qu'on a atteint cet endroit de paix, par les moyens qui sont les nôtres, que ce soit la respiration, que ce soit les techniques de rang marchand, que ce soit le massage, que ce soit la méditation, que ce soit la CNV, je sais pas si ça fait ça, ou que ce soit d'autres encore. La CNV permet complètement d'aller identifier les messages d'émotion. Carrément. Ou tous les autres outils qui vont apparaître sur la chaîne de Roots, ou qui vont apparaître dans les réseaux de Maureen, ou à travers tous les outils qu'on va mettre en place, à partir de là, re-rentrer tranquillement dans cette émotion, et la faire parler, et écouter ce qu'elle a à dire, parce qu'au final, l'émotion, c'est nous. Voilà. C'est beau, j'ai de... Non, on n'a pas fait la musique de la fin. Non. Pourquoi j'ai Game of Thrones dans la tête, moi, comme musique de fin? Je sais même pas ce que j'ai. Des cacahuètes. Trop fort. Je vois qu'il est 21h30. Ouais. Je vois que ça va être la fin de ce live. Je trouve que... On est plus à l'heure pour la fin que pour le début. C'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait important pour toi de souligner avant de clôturer? Tout est putain de parfait. Non, ouais, et puis merci. Vraiment merci. Je pense que j'ai envie de dire, on a absolument tous notre place et on a tous notre rôle. Et il n'y a pas de jugement à avoir. Je pense qu'il n'y a pas de bien. Je pense qu'il n'y a pas de mal. Je pense qu'il faut arrêter de se juger, de se prendre la tête, de se créer des... Je veux le dire moi aussi, hein. Du drama, des histoires mélodramatiques.
Je pense qu'on a absolument tous notre place ici et notre rôle à jouer, quel qu'il soit. On n'est pas obligé de faire des trucs énormes. Et foutons-nous la paix. Et tout est vraiment parfait. Même dans les moments où on a l'impression que c'est le chaos, ou que ça n'a plus de sens. Voilà. Et que c'est des reconversions ou des comment on dit, réorientations. En fait,